Et donc, je me retourne vers Ségolène Arzalier-Darret, qui va nous parler de la communication au sein de l'équipe. Merci Ségolène. Merci Hervé de cette introduction. Je vais vous parler de la communication dans l'équipe. Alors, les défauts de communication représentent la cause la plus commune d'erreurs médicales et constituent l'une des principales causes racines des événements indésirables graves en milieu de soins. Plus de 72% des événements indésirables analysés par la Joint Commission retrouvent des défauts de communication en lien soit à un problème de culture, que ce soit un problème de hiérarchie et d'intimidation, soit un problème d'organisation, échec de fonctionnement d'équipe ou défaut de transmission. Concernant le bloc opératoire, eh bien 30% des échanges d'informations sont des erreurs de communication, comportent des erreurs, et cela impacte sur la qualité des soins d'après la littérature. Alors il faut considérer deux aspects en équipe de soins, deux aspects de la communication. Elle peut concerner les interactions orientées sur les tâches, c'est-à-dire vraiment la prise en charge du patient, l'induction anesthésique par exemple, ou la gestion d'une situation de crise. Et cette interaction orientée sur les tâches va impacter directement la sécurité des soins s'il y a des barrières dans la communication. De même, la communication peut être orientée sur les interactions relationnelles entre les membres de l'équipe et cela va conditionner et la cohésion d'équipe et la confiance mutuelle dans un environnement où il est agréable de travailler, et cela va aussi impacter de manière plus indirecte la sécurité des soins, puisque l'on sait qu'une équipe soudée est plus performante qu'une équipe où il y a des conflits. Alors, il existe des modèles basés sur la psychologie cognitive et l'ingénierie qui proposent la modélisation du processus de communication, qui est une interaction entre un émetteur qui transmet un message et un récepteur. Et il va y avoir plusieurs ruptures de communication entre déjà ce qui est pensé et ce qui est effectivement dit par l'émetteur, mais aussi la transmission du message et ce qui est compris et finalement exécuté par le récepteur. Alors certaines situations à risque sont identifiées, on a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, la culture entre les professions. Chaque fonction, chaque catégorie professionnelle a ses normes et ses valeurs qui peuvent être différentes, et cela peut être source d'incompréhension et d'insatisfaction des professionnels. Il y a aussi la culture du risque, la perception du risque qui peut être différente entre différentes spécialités. Le lien hiérarchique, l'attitude de la hiérarchie peut constituer un obstacle à la bonne communication, notamment envers les plus jeunes et les internes. La transmission, que ce soit le changement d'équipe ou que ce soit lors d'un transfert d'un patient. La gestion du stress, la non-familiarité avec la structure, l'organisation ou les attentes des professionnels de santé. Et cela peut se voir dans l'accueil d'un nouvel arrivant ou en cas de mutualisation des équipes. Enfin, l'interruption de la communication, notamment lors de procédures standardisées telles que la checklist au bloc opératoire, le bruit, et encore, enfin, le temps, que ce soit par manque de temps de transmission, pas de temps dédié, ou le mauvais moment de l'échange d'informations. Alors, le modèle que je viens de décrire est un modèle basé sur l'échange entre deux partenaires. Il est adapté, par exemple, pour l'aviation. Mais lorsque l'on raisonne en équipe médicale, eh bien, il faut avoir une approche un petit peu plus systémique et plus globale. Ici sont schématisés les différents échanges qui peuvent avoir lieu entre les différents membres d'une équipe présente au bloc opératoire. Et on voit que ces échanges peuvent être nombreux. Là, il s'agit d'échanges directs, c'est-à-dire par ajustement mutuel, un échange non formalisé en temps réel qui permet de s'adapter aux situations imprévues. À ces échanges vont se superposer une communication dite indirecte par la programmation, la planification au préalable des tâches et des rôles de chacun, comme par exemple le programme opératoire, dans un langage, un processus, une procédure dans un langage connu de tous. Et on voit que
les équipes utilisent ces deux méthodes de communication pour se coordonner. Et finalement, il peut y avoir des ruptures de communication à chaque étape de ces échanges. Et on voit bien que cela est plus complexe qu'un cockpit et que les modèles actuels ne sont pas adaptés à la complexité d'une équipe de soins. Alors comment faire ? Eh bien déjà, il faut organiser la communication. C'est-à-dire qu'il faut déjà sensibiliser les équipes au principe d'une communication efficace, tant dans le mode de communication que dans les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées, mais aussi dans le contenu. Et le contenu, s'il peut l'être, doit être standardisé. Et la standardisation doit être intégrée dans un programme, c'est-à-dire qu'il faut la planifier, la réaliser, s'entraîner à cette standardisation et bien sûr évaluer sa réalisation et son efficacité. Alors je vous ai mis ici quelques exemples de standardisation, que ce soit la checklist, les aides cognitives réalisées donc, par le comité d'analyse et maîtrise des risques de la SFAR qui sont disponibles sur le site, qui sont des aides cognitives d'aide de situation de crise à lire pendant la situation de crise. L'outil de l'HAS, SAAID. Un outil aussi sur la transmission en réanimation, Transfert Plus, qui est aussi disponible sur le site de la SFAR. Et puis aussi la communication en boucle fermée. Il s'agit aussi de s'entraîner à l'identification des causes des erreurs. Donc, la simulation constitue un outil vraiment important là-dedans. Et puis la simulation permet aussi de s'entraîner à l'utilisation des outils et à sensibiliser les professionnels de santé. Une étude de Grenoble toute récente a permis de mettre en évidence que l'entraînement à simulation permet de diminuer les communications non conformes au bloc opératoire, notamment celles qui sont liées à un événement sur le patient. Et puis enfin, eh bien, il faut renforcer le travail d'équipe, favoriser le respect, l'écoute mutuelle, l'empathie entre collègues et la cohésion. Et il faut pour cela favoriser des temps d'échange au quotidien pour pouvoir élaborer son travail en équipe et construire son travail. Et c'est dans cet esprit qu'a été réalisée la solution pour la sécurité du patient, portant sur la coopération entre les chirurgiens et les médecins anesthésies-réanimateurs, élaborée conjointement entre l'HAS et le Collège français des anesthésies-réanimateurs. Tout cela pour une communication apaisée. Et l'on voit bien qu'une communication claire et ciblée d'une part et une communication apaisée avec un environnement de travail favorable, eh bien cela a un impact positif sur la qualité des soins et aussi sur la qualité de vie au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup Ségolène. Là encore, énormément d'informations intéressantes. Juste pour illustrer peut-être ce qui a été dit sur certaines plaques qui ont été présentées, l'idée que la hiérarchie inhibe l'intelligence, ça c'est connu dans le milieu, on fait beaucoup référence au milieu de l'aviation. Par exemple, il faut savoir que quand un sous-marin part en mission et que c'est une mission à risque, tout le monde retire les galons. C'est-à-dire qu'on fait place à l'intelligence et on laisse l'ensemble du personnel présent s'exprimer parce que on connaît des accidents d'avion qui se sont produits alors que le copilote, qui était moins gradé que le pilote, avait la solution. Il n'a pas osé en parler. Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu difficiles à intégrer dans notre pratique, mais il y a des exemples très précis qui permettent de se raccrocher à ça. L'exemple également des perturbations qui sont le lot quotidien alors qu'on est en train de faire une transmission. La transmission, c'est quelque chose de fondamental. On fait la même chose dans l'aviation. Il y a un certain nombre de situations au cours du décollage, au cours de l'atterrissage qui nécessitent qu'il y ait zéro discussion au niveau du cockpit pour laisser uniquement place à l'information qui concerne le décollage, l'atterrissage. On pourrait transposer ça en anesthésie, par exemple l'intubation, la préparation des médicaments d'abord, l'intubation ensuite, l'extubation, qui sont des moments à risque. Mais ça n'a pas de sens si on ne prend pas en compte également le risque côté chirurgical. Et donc la communication, elle est nécessaire, importante, pour savoir quels sont les temps chirurgicaux qui sont à risque. Alors finalement, comment on peut utiliser en pratique les aides cognitives qui sont extrêmement appréciées, je pense,
des utilisateurs, mais il y a différentes utilisations possibles. Comment tu vois les choses pour améliorer cette communication qui initialement était un peu prise à la légère? On a vu quand même qu'en France, on commençait à avoir une communication de meilleure qualité, mais on est loin d'avoir une communication extrêmement de grande qualité. Donc comment on peut faire? Alors, l'utilisation des aides cognitives permet d'avoir un support permettant une communication optimisée. Alors, pour que cela soit efficace, il faut au préalable que l'équipe prenne connaissance de ces aides cognitives, qu'ils ne la découvrent pas pendant la situation. Et donc, pour cela, il faut qu'elles soient présentées à l'équipe au préalable et que, dans le meilleur des cas, elles puissent être utilisées en simulation, en entraînement. Ensuite, eh bien, ce qui est proposé, c'est aussi qu'il y ait, en fonction bien sûr des moyens humains disponibles, qu'il y ait un lecteur de cette aide cognitive qui lit à voix haute l'aide cognitive pendant la réalisation de la prise en charge du patient. Et cela permet de guider les actions et de ne rien oublier. Ensuite se pose la question vraiment de la complexité de la prise de leadership, notamment avec le problème de la hiérarchie. Et effectivement, c'est une question très complexe. Il faut savoir, lorsque l'on est leader, accepter les propositions, voire les contre-propositions des followers ou des équipiers, savoir passer la main si l'on en a besoin. Et d'un autre côté, s'il y a un deuxième médecin anesthésiste dans l'équipe, notamment au moment des transmissions, lorsque survient une situation de crise, eh bien, il faut que le deuxième médecin anesthésiste sache se mettre en retrait pour laisser le leader prendre en charge le patient. D'accord, très bien. Alors tu nous as parlé à plusieurs reprises des transmissions et il y a une question d'un internaute sur les transmissions entre membres d'une équipe. Comment finalement faire de bonnes transmissions? Est-ce qu'il y a des pistes? Alors, il faut que ça soit intégré il faut que ce soit vraiment un faisceau d'action. Voilà. Donc, ça passe déjà par vraiment sensibiliser les équipes au principe d'une transmission, d'une communication efficace. Ensuite, il faut que la transmission soit une priorité pour tous. C'est-à-dire qu'il faut un lieu dédié, il faut une procédure évitant les interruptions et un temps dédié pour ces transmissions. Ensuite, il faut standardiser la transmission en utilisant des outils tels que le CED ou le Transfar Plus, et puis utiliser des outils informatiques. Certains sont en cours de développement. J'ai appris récemment qu'il y avait des applications permettant de faire des transmissions. Donc il faut les utiliser. Mais il faut encourager les transmissions verbales en face à face et favoriser les interactions pour les questions ascendantes, et ce qui permet aussi d'éviter les erreurs d'interprétation et d'avoir un regard neuf aussi sur la prise en charge des patients. Oui, peut-être juste un commentaire supplémentaire, parce que nous, dans notre métier, on a beaucoup de techniques qui se mélangent à la communication orale ou sur la pathologie des malades. Et ce que l'on peut peut-être rajouter comme peut-être une modalité très pratique, que ça soit lorsqu'on amène un patient en réanimation, par exemple, ou tout simplement en salle de réveil, eh bien, un point qui me semble important à prendre en considération dans cette transmission, c'est d'abord installer le malade, installer le matériel technique, et ensuite commencer la communication. Parce que dans notre vie quotidienne, on fait un peu tout en même temps. Et du coup, on regarde le scope, on regarde la tension, le brassard démarre pas. Et du coup, on a raté la moitié de ce qu'a dit le collègue ou l'infirmière qui vous fait la transmission ou qui vous parle. Et donc, séparer les étapes du technique et de la communication, c'est déjà un petit point pratique qui peut aider peut-être dans cette notion de transmission. Tout à fait. Alors, justement, pour essayer de marquer les esprits, est-ce que tu as connaissance, Ségolène, d'une conséquence peut-être pratique d'une mauvaise communication dans une équipe? Quelles peuvent être les conséquences, en fait? Alors, les mauvaises conséquences, les conséquences d'une mauvaise communication, ça peut être de manière très pratique des erreurs médicamenteuses sur l'administration d'un médicament, sur une communication incomplète au bloc opératoire. On envoie tous les jours, on envoie de manière très régulière. Ça peut être aussi des transmissions qui sont incomplètes et donc des défauts d'information sur des situations, sur des antécédents d'un patient, par exemple, qui peut être d'intubation difficile et que ça soit non connu. Il faut savoir que 20 à 30% des transmissions orales ne sont pas mentionnées dans le dossier médical des patients.
Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de faire de la transmission une priorité. Et d'ailleurs, la Joint Commission considère cet élément comme un événement vraiment sentinelle en 2017. Parfait, merci bien.